Action, c'est parti. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve sur, pour notre séminaire, pour mon séminaire, où ce soir, je vais vous présenter un peu ce que j'ai pu m'informer autour du microdosage, du microdosing. Je vais vous présenter en tout cas où est-ce que j'en suis, jusqu'à où j'en suis aujourd'hui. Et en soi, je me suis basé, là je vous dis directement, là, je ne l'ai pas écrit, mais je me suis basé sur l'article de, si j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois, Cuthbert, Cuthbert, ok, collaborateur qui date donc de 2024, donc de l'année dernière, où en fait ils font, on va dire, c'est pas une méta-analyse, mais en tout cas ils font un peu une revue de littérature sur aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le microdosage. Il y a quelques lacunes dans cette review, où en soi il manque vraiment des choses très spécifiques. Donc, par exemple, je sais pas moi, 3 séries de 5 répétitions, des choses comme ça. Mais par-ci, par-là, on arrive à avoir quelque chose. De toute manière, j'ai pas encore terminé réellement de le lire et même d'aller plus dans les détails. Donc, dans les prochaines fois, je vais réussir vous faire plutôt, on va dire, ce que j'avais aussi en tête de faire, pardon, c'était de faire réellement un PDF ou en fait avec des choses très très concrètes dessus, pardon. Donc ça viendra en complément de ce séminaire-là. Mais en tout cas, ça nous donnera déjà une bonne visualisation de qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça nous amène, quels sont à peu près, où est-ce que ça en est aujourd'hui la littérature et comment est-ce qu'on comprend les choses. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le microdosing, donc le microdosage? Donc le concept, c'est selon d'Emmanuel et collaborateurs en 2021, c'est la répartition du volume total au sein d'un microcycle, d'accord, à travers des séances fréquentes, courtes et répétées. Donc ça veut dire, on a un volume total, on le coupe, d'accord, en gros, avec plusieurs séances, plusieurs petites séances, très fréquentes, très courtes et très répétées au sein de mon microcycle, de mon macrocycle ou de mon mésocycle, d'accord. Qu'est-ce qu'on cherche réellement avec le microdosage? Ben, en fait, c'est une dose optimale. On recherche une dose optimale qui soit la meilleure entre je vais donner ma dose, mais derrière je vais vouloir avoir peu de fatigue. Je vais vouloir induire très peu de fatigue pour pouvoir ensuite, pour que la personne elle puisse, on va dire, ingurgiter le volume total, la charge totale d'entraînement. Et que nous, ce qu'on est, c'est que notre dosage, notre court dosage, notre petit dosage, notre micro-dosing, il soit assez élevé, mais en même temps assez bas, pour qu'ensuite ça puisse avoir des adaptations euh, assez complètes, qu'on ait toutes les adaptations que l'on souhaite avoir chez notre athlète, ou pas forcément chez notre athlète, parce que ce qu'on va voir, c'est que ça peut être un peu euh, mis dans n'importe quel type de personne, n'importe quel type de contexte. Donc là, on le voit très bien avec la première figure que vous avez juste là. On a ici, donc de 0%, les doses ici en bas, et les réponses de 0 à 100. Donc en fait, on veut mettre euh, une dose effective, d'accord? Pas de dose trop grosse, parce que les doses trop grosses, ça peut entraîner donc un surentraînement, mais une trop basse dose, bah, ça nous emmène à un désentraînement. Donc ce qu'on veut, c'est mettre la zone optimale, la dose optimale, et en fait se retrouver ici dans cette zone verte, donc de l'effective effective dose, donc être dans cette zone optimale. En gros, le concept du microdosage, qu'est-ce que ça pourrait nous amener? En fait, c'est à travers, donc ce que je écris ici, à travers des effets résiduels de l'entraînement, donc des courts, des medium, des long term responses. Donc ça veut dire des réponses sur du court, du moyen et du long terme. D'accord? C'est des effets, donc c'est ça les effets résiduels, qui est différent de la surcompensation. On nous dit bien de faire attention entre les deux, parce que la surcompensation, c'est on va induire de la fatigue et donc derrière, au niveau
l'homéostasie de ce l'homéostasie de notre système en général, et ben en fait, on va avoir une adaptation qui va nous faire avoir une, on va être plus fort entre très gros guillemets, on va être plus fort et donc avec les effets de surcompensation pouvoir en gros se développer et s'améliorer au fur et à mesure du temps. Nous, ce qu'on cherche ici avec le microdosage, c'est avoir des effets résiduels. Donc les effets résiduels, vous allez comprendre un peu mieux ce qu'ils entendent autour de ces effets résiduels, si ça veut bien, hop, pardon, zoomer. En fait, ce que Excuse-moi, vous... Bodo, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Parce qu'on entend un petit peu des fois en fond. Thank, Ok, thanks. super. Ben, ce qu'on veut, c'est, ici vous voyez en vert, à travers notre programmation, d'accord, donc on aura plusieurs stratégies de programmation, ce qu'on veut, c'est induire des apprentissages moteurs, d'accord, des apprentissages moteurs ou juste tout simplement bah, l'augmentation d'une certaine qualité physique, euh, où en fait, dans notre microdosage d'entraînement, on va induire tout ça, d'accord? Et tout va être individualisé selon la personne. Là, je vais vous prendre par exemple, je ne sais pas, un exemple, c'est j'ai une personne qui va avoir des jeunes, d'accord? Des jeunes qui, on va voir au niveau de leur pattern de mouvement, peuvent avoir des valgus de genoux, des mauvaises stratégies de compensation au niveau du saut. Donc par exemple, un tronc qui va venir beaucoup plus s'affaisser, donc ça veut dire une stratégie de hanche qui va être plus élevée par rapport en fait à la stratégie de genou au niveau de l'abaissement, donc au niveau du, par exemple du squat. Et ben en gros, on va venir aussi à travers de nos exercices dans le microdosage pouvoir trouver un dosage, on va dire dans ce dosage-là, pardon, faire que ces exercices-là, derrière, vont avoir un lien avec l'apprentissage moteur. D'accord? Donc ça veut dire dans ces exercices-là, on va les mettre d'une certaine manière, on va les mettre dans ce dosage-là où en fait ça va induire un apprentissage moteur par exemple. Donc c'est ça qu'ils voulaient entendre à partir après, enfin autour pardon, des effets résiduels sur le court, le moyen et le long terme comparé en fait à la surcompensation où on parle d'une manière générale l'aptitude de la personne à être mieux après un temps de récupération lié en fait à la charge de travail qu'il a eu auparavant. D'accord? Mais en gros, ici, on nous fait comprendre que le microdosage de base, ça nous envoie. En soi, c'est, on va avoir un lien avec la compétition avec le schedule, j'ai plus le nom du schedule en français, mais avec Planning. voilà. Ensuite, le, en fait, donc dans notre programmation, tous les apprentissages moteurs, et ensuite au niveau de l'individualisation. D'accord? En fait, ça va être intéressant quand? Bah, je viens de le dire ici, en fait, pendant les périodes de haut volume, donc pendant les périodes de compétition, où en fait on va enchaîner énormément, et bah du coup on va pas pouvoir avoir le même type d'entraînement, on va pas pouvoir mettre la même intensité, on va pas mettre la même charge d'entraînement que lorsque jusqu'avant d'approcher au niveau de la période compétitive. Donc l'objectif principal, c'est quoi? C'est peu de fatigue mieux, pour permettre d'enchaîner mieux que ce soit les entraînements technico-tactiques, mais aussi en fait au niveau des compétitions. Euh, pour avoir un peu une notion de la chose, et j'aime bien aimer en fait mettre cet exemple ici, c'est d'Emmanuel et collaborateurs en 2021, ils disent la production de force rapide est ce qu'il y a de plus sensible à la fatigue. Donc ça veut dire on va mettre un certain volume de force rapide, d'accord? Donc quand on dit force rapide, c'est tout ce qui va être force max, par exemple les sprints, etc. En gros, le fait d'appliquer beaucoup de force très rapidement. Et ben on va vraiment se fatiguer très rapidement. Donc il dit, voilà, la force rapide, c'est ce qu'il y a de plus sensible à la fatigue. Donc en soi, le volume autour du travail en force, donc vraiment, comme je dis, l'application de force, donc tout ce soit, que ce soit explosivité,
la puissance et ce genre de choses, et bah, le volume, c'est vraiment un facteur discriminant, un facteur limitant, parce que ça peut induire beaucoup de fatigue, et en fait, on n'arrive plus à réellement avoir une force qui soit qualitative dans un certain sens. Donc, le microdosage, il va être intéressant dans la manière de se dire, ok, moi, mon volume, c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui, derrière, va induire trop de fatigue, donc je vais diminuer pour pouvoir ensuite, derrière, permettre de mettre plus d'intensité. C'est exactement un peu la manière de penser que le travail en cluster. D'accord. Le travail en cluster, et après on reviendra juste après parce que ils en ont parlé. Bah, le travail en cluster, c'est au lieu de se dire que je vais faire 5 séries de 3 répétitions, et bah par exemple, et donc ça va nous faire 15 répétitions. Non, c'était pas ça, pardon. C'est au lieu de nous dire je vais faire 3 séries de 5 répétitions, et bah je vais faire 5 séries de 3 répétitions. D'accord. En fait, d'une certaine manière, je vais avoir plus de séries. Donc ça veut dire que je vais avoir moins de fatigue parce que j'ai que 3 répétitions in fine dans ma série au lieu d'en avoir 5. Mais aussi, derrière, je peux mettre en place un cluster à l'intérieur en mettant de la récupération entre les répétitions pour induire encore moins de fatigue et avoir des répétitions beaucoup plus qualitatives. Donc ça aussi, c'est une forme de microdosage. Maintenant, les difficultés que ça donne, c'est bah, est-ce que le stimuli que je vais donner, est-ce que celui que je vais programmer, est-ce qu'il est assez élevé? Voilà ce que j'ai écrit. Certains stimuli peuvent être insuffisants et donc ne pas permettre d'adaptation. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je sais que je suis dans, dans le bon dosage pour pouvoir permettre donc une adaptation? Et bah, c'est là où on va venir voir un peu nos stratégies de programmation. Dans l'étude donc de Cuthbert, je crois que c'est ça que je vous avais dit au début, je ne l'ai pas noté j'aurais dû le noter, mais c'est ça, Cuthbert, et collaborateur là en 2024. Donc, il nous parle donc des stratégies, où il dit que le but, c'est de distribuer le volume pendant une période pardon, et qui soit planifiée. Que le microdosage, il peut être aussi utilisé pour mettre une emphase au niveau de la périodisation. Donc, on va dire faire un peu du travail en bloc, d'accord? Du travail en bloc pour faire du travail de maintenance, avec mettre une emphase donc sur une certaine qualité physique ou sur un certain mouvement ou sur par exemple le travail plus ou moins le travail qui soit plus en force ou en vitesse. Mais pareil, on peut donc le microdoser. Aussi, le microdosé peut être aussi utilisé pour aider donc, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, à réduire le volume total pendant la phase de tapering avant les compétitions, avant en fait les matchs par exemple. Le minimum effective dose, donc la dose minimum effective, ce serait donc ce que je vous ai dit, c'est qu'est-ce que je vais mettre au niveau de ma programmation pour que ça puisse être parfaitement, donc ma dose minimale, celle qui soit adaptée, mais qui entraîne pas trop de fatigue. Il nous donne pas vraiment, on va dire, il nous donne pas vraiment de directives très claires, mais par contre, Iversen et collaborateurs en 2021, ils nous disent que pour la force maximale, par semaine, un, plus ou moins 4 séries par groupe musculaire entre 4 et 6 reps à 85% de RM serait, euh, serait suffisant pour maintenir ou même avoir une amélioration des qualités sur le groupement musculaire, donc des qualités de force max sur le groupement musculaire. Maintenant, J'ai une question oui, ou après? Non, parce que peut-être que du coup tu vas venir après, je sais pas. Mais du coup, est-ce que ces 4 séries
tu peux les diviser en 4 fois une série et en faire une série par jour? Ou est-ce que faut que tu en aies minimum 2 ou alors faut que tu fasses 4 ou euh, Alors, comment après déjà, justement tu peux le diviser? Est-ce que tu vas y venir après ou peut-être que j'anticipe? alors, Iversen lui-même, donc réellement sur cette étude-là, comme j'ai pas lu l'étude, je me suis basé, tu sais, sur les affirmations qu'ils ont dit à l'intérieur, c'est pas spécifié. Il nous dit juste que sur une semaine globalement, si tu fais ça, tu arrives à maintenir ou avoir une amélioration. Mais par contre, derrière, j'allais y venir d'une certaine manière, c'est tu arrives en fait à euh, ici mes blocs, tu arrives à placer tes blocs. Donc ici en bleu, le focus de force, en rouge le focus de puissance et en gris tous les autres focus. Donc GD c'est game day, d'accord? Donc en jour après match plus 2 et ben on va mettre plutôt un focus en force, mais en fait ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut prendre ce que tu m'as posé comme question au niveau des 4 séries, et bah tu peux dire, je peux les mettre là au niveau de mon focus, et bah comme tu vois ici, tu vas en avoir un peu là, un peu ici, ou en tout cas quand tu as ici, donc on est strength bias, donc sur un focus qui est beaucoup plus sur la force max, et ici on est sur un focus qui est beaucoup plus sur la puissance, mais en gros, tu vois ici, je vais en mettre un peu à game day plus 2 et je vais en mettre un autre à game day moins 2. Donc d'une certaine manière, je pense que ça répond aussi à ta question. Ça veut dire tu peux le tronquer de plusieurs manières. En tout cas, c'est ce qui permet, c'est ce qu'on peut comprendre, sachant qu'il ne donne pas réellement de détails par rapport à la question que tu as posée. Ok, Voilà. ok. Mais ouais, effectivement, il le bosse de la puissance 4 fois dans la semaine et de la force 2 fois dans la semaine. Par exemple, Donc, tu vois, et comme tu vois ici, par exemple, un jour avant le match, on va quand même, donc on va plutôt travailler en puissance, donc des exercices plutôt, en fait, sur ma frange parfaite, sur la courbe force-vitesse, on est vraiment sur le focus, sur le power, pardon. Mais, et ça c'est sur d'autres, là je dis ça, mais c'est par rapport à d'autres réflexions qu'on peut avoir sur réellement qu'est-ce qu'on peut travailler avant, après, etc. C'est intéressant. Mais oui, en soi, il donne pas vraiment, vraiment dans toute l'étude. Donc en fait, il faudrait revenir donc point par point sur réellement là, aller lire l'étude donc de Iversen, c'est ça là. Aller lire l'étude de Iversen en 2021 pour voir quelle a été la méthodologie et comprendre. Là, on nous dit juste, et bah par semaine, il nous donne juste brut les informations. Mais après, c'est à nous aussi de peut-être tester ou en tout cas voir comment est-ce que tu peux le répartir. Donc par exemple 2 séries. Ce que je sais, c'est que là où j'ai commencé à travailler, ils font beaucoup des 2 séries. 2 séries de ça, d'accord? Et ensuite plus tard dans la semaine, on refait 2 séries de ça, par exemple. Donc ça peut être aussi une manière, au lieu de mettre une série, une série, une série, une série, bah, peut-être 2 séries, 2 séries, peut-être 3 séries, une série, peut-être, etc. Tout dépend aussi de la fatigue qu'on veut induire derrière, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça vient aussi dans la planification. La planification de euh, qu'est-ce qu'on veut que ça donne à la fin, qu'est-ce qu'on veut qu'il y ait comme adaptation. Et là, on re-rentre non plus par rapport à la fatigue, on ne rentre plus dans les effets résiduels, mais cette fois-ci dans la surcompensation. Comment est-ce qu'on veut que ça puisse surcompenser pour que les prochains jours, ça puisse se passer de la manière que l'on souhaite. Ok. Voilà. Euh, il nous... Dans l'étude, ce qui est très intéressant, et en plus ça fait écho à mon ancien séminaire, c'est qu'ils viennent nous parler des stratégies de PAP avec un E. Et cette fois-ci, ils sont venus un peu plus expliquer réellement ce que c'était que la PAP. D'accord. La dernière fois, on se souvient que c'était un peu compliqué de comprendre réellement ce que c'était que la différence entre PAP sans E et PAP avec E. Mais en tout cas, la PAP avec un E, ils ont dit que c'est lié, c'est défini à l'augmentation de la force, du torque. Le torque, en français, c'est
Le truc sur les voitures, quand on dit, c'est là, c'est le couple, voilà. De la force ou le couple, suivi de, attends, je lis mes notes, d'un, d'un, d'un twitch, le twitch en français, comment c'est d'une secousse électrique, euh, plutôt qu'une contraction volontaire. Donc, pour que ça soit clair, c'est la PAP, on est sur une contraction volontaire, ok, avec la E, alors que la PAP sans E, on est plutôt sur une, une réponse d'une secousse, d'une contraction, donc secousse de la fibre musculaire suite à un exercice. Donc on est plus, on va dire, par exemple, sur un réflexe myotatique, alors que la PAPE, d'accord, on est plus sur les contractions volontaires. Ok, ça va? Est-ce que ça va? Je sais que j'ai beaucoup bégayé là-dessus pour bien expliquer, mais est-ce que c'est bon pour vous? Je vous vois pas du Ouais, coup. je crois qu'il faudrait aller retourner voir le séminaire, hein, Ok, pas de souci. clair. Pas de souci, pas de souci. Mais en gros, ce qu'il nous dit, c'est sur la PAP, avec un E, ça peut être des bonnes stratégies d'utiliser en microdosage. Ok. Donc, ce qu'il nous dit, should be used in addition to other microdose sessions to accumulate appropriate volumes. Ok. Pour avoir les volumes appropriés, la PAPE peut être une stratégie intéressante. La papeux, le stimulus lié à la papeux peut potentiellement améliorer les premières actions quand on arrive pendant l'entraînement. Donc, ce qui nous dit ici, regardez là, sur ce graphique, c'est le matin, on va avoir une activité de conditioning. Donc ici, par exemple, l'activité de conditioning qui nous disait, on a deux manières. Soit ça peut être de haute intensité, donc à travers un sprint, ou ça peut être en contraste de charge. D'accord? Deux exercices en contraste de charge. Un exercice lourd, puis un exercice léger à partir de sauts, par exemple, le matin, ce qui va ensuite induire donc une PAP pour l'entraînement sur le terrain. Donc en fait, ce que je viens de vous montrer là, ce qui va nous montrer, ce qui sur les premières choses de l'entraînement, sur les premiers sprints de l'entraînement, et ben on va pouvoir avoir une, une influence liée à cette PAP. D'accord? On a aussi autre chose qui mettre en avant, c'est ce qu'ils appellent le resistance priming. Ok. Donc, c'est on met plus de volume que la PAP, donc juste cet exercice de conditioning, on met plus de volume avec qui va ensuite induire pardon, une influence jusqu'à 48 heures après l'entraînement et qui va permettre de d'élever ou de réveiller le système nerveux et qu'il soit un peu plus actif. On a déjà entendu parler de ça, mais en gros, le nom qu'il donne à ce phénomène, c'est le resistance priming. Et c'est ce qu'on voit là. La conditioning activity, et ensuite le soir, resistance training, ok? Et donc, de par mon conditioning activity, je devrais avoir un, euh, un effet, donc ce priming effect, qui devrait avoir une incidence, en tout cas le fait d'améliorer et de pouvoir avoir de meilleurs résultats, en tout cas plus de force, qu'on puisse mettre plus de puissance, etc., lors de mon entraînement en résistance le soir. Ils ont aussi Mais montré. justement, Oui. excuse-moi de te couper, mais conditioning, quand on parle de conditioning, c'est pas travail cardio? Et bah, c'est ce que je me disais, mais en tout cas, eux, dans l'étude, ils le montrent comme un entraînement en haute intensité, donc par exemple mon sprint ou un contraste de charge. Donc en fait, conditioning activity, ce D'accord. serait vraiment une activité de conditionnement. Vraiment, en tout cas, je l'ai compris comme ça, au lieu de le prendre plus sur une activité de cardio ou quoi que ce soit, c'est vraiment, je fais une activité pour conditionner, ou en tout cas pour mettre une certaine inertie
dans mon système nerveux, dans mon corps, etc. Ok? Ok. C'est comme Et ça du coup, au qu'il lui final, donne ça confiance. revient avec, si je dis pas de bêtises, si je comprends bien le truc, ça revient à parler des effets résiduels à court, moyen et long terme que tu parlais tout à l'heure. Genre ton court terme, ça va être ta séance juste après, ton moyen terme, ça va peut-être être le match du soir ou du lendemain en fonction de la séance que tu fais, et long terme, ça va peut-être être sur tes trois, je sais pas ce qu'ils définissent comme court, moyen et long, mais long terme, ça va peut-être être sur tes 2, 3 jours où en fait tu vas faire tes 2 séries lourdes et 2 jours après, hop, ou 3 jours après, tu refais une série lourde pour avoir constamment ces rebonds, quoi. D'une certaine manière, tu peux le prendre comme ça. Je peux pas te dire oui ou non, sachant qu'ils ne te donnent pas les détails et ils disent pas vraiment ça dans l'étude, en tout cas ce que j'en ai lu jusqu'à maintenant. Mais ce qui vient, par exemple, te dire que tu peux avoir raison, c'est ici ce qui montre avec pardon, ce qui montre avec le jour 1 et le jour 2. Ici, c'est, regardez, on fait le matin conditioning activity, ce qui ensuite va avoir un effet de pape sur le matin, j'ai resistance training. D'accord? Donc, mais on voit que dans la journée, je vais avoir deux resistance training, je vais avoir deux entraînements de résistance. Mais ici, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'on va faire un peu le matin, donc en gros le micro-doser, on va le couper en deux, notre entraînement. On va faire une partie le matin, puis ensuite, dans la journée, je vais avoir mon entraînement technico-tactique. Et ensuite, le soir, je vais refaire mon entraînement. Donc, enfin, pas refaire, mais en fait, faire la deuxième partie de mon entraînement. Et ce qui va avoir un effet de priming sur le lendemain, mon autre entraînement en résistance. Donc je peux pas vous donner par exemple ce qu'ils ont pu dire au niveau pardon, je peux pas vous dire les exemples de réellement d'entraînement qu'ils ont donné en disant en ayant des choses très précises, mais c'est ce qu'ils montrent, c'est ce qu'ils mettent ce qu'ils peuvent dire. Ça peut être comme ça qu'on peut le comprendre et comme ça que ça peut être mis en place. Et ça peut être intéressant de voir ici. On a un exemple très concret de microdosage qui devrait ensuite induire un effet de priming pour le lendemain. Donc peut-être qu'ici, au lieu de mettre resistance training, on pourrait mettre aussi game day. Parce que, comme je vous ai dit, le priming effect a à peu près 48 heures d'effet, sachant qu'ensuite ça diminue dans les 48 heures, mais ça devrait, de ce qu'ils disent, ça doit avoir à peu près un effet sur 48 heures. Voilà, Les gars, je suis désolé, je vais devoir vous laisser. pas de souci. Euh, c'est intéressant. Moi, j'écouterai la fin et ça soulève pas mal de questions sur l'utilité que peut avoir notamment une muscu et quel type de muscu un matin de match. Nous, on s'est posé la question aussi si ça pouvait être intéressant ou pas. Il faut savoir que j'utilise un peu entre guillemets le microdosage moi sur l'utilisation d'un rapide rappel de vitesse en veille de match. Et du coup, par contre, ce qu'il y a, c'est que je sais pas réellement quel effet ça a. Est-ce que ça a un réel effet positif? En tout cas, moi, je pense que c'est intéressant dans le sens où ne serait-ce qu'en termes de prévention, ça permet de garder une fois par semaine euh, euh, du travail sur la vitesse pure entre guillemets. Même si je suis pas sûr que on va chercher 100% de vitesse, des choses comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'est des questions que moi je me pose et je sais pas quels sont les réels effets et si c'est pertinent ou pas. Mhm. Donc c'est cool. Donc j'écouterai la fin avec plaisir et puis si j'ai des questions, je vous Et Baudouin, ferai part. si t'as une seconde, moi justement, Ouais, juste avant que tu partes, parce que je pense que t'es le ouais. plus à même et t'as le meilleur public pour utiliser ça justement dans tes séances, quand toi, enfin dans ta semaine, comment tu programmes tes semaines. Est-ce que justement tu réfléchis en te disant, je vais pas faire une seule fois, je sais pas combien vous avez de séances de muscu par semaine avec tes joueuses? Deux. Et du coup, est-ce que tu te dis, je fais justement un lower et un upper body, ou alors justement, est-ce que tu dis, par exemple, moi, je fais deux full body pour justement diviser et mettre bah, un peu moins, mais retrouver un peu les mêmes stimulus, tu vois, mais 2 fois plus souvent dans la semaine, tu justement, tu te places comment par rapport à ça?
Ouais, je fais un peu comme ça. En gros, en gros, généralement, sur ma première muscu, donc à J+2, +3, ou en tout cas la plus éloignée du match d'après, je vais être focus sur plutôt chaîne antérieure avec plus de bas du corps, et avoir un peu de haut du corps. Mais plutôt, du coup, je bosse plus en chaîne, donc plutôt chaîne antérieure, avec du push, du squat, des trucs comme ça, euh, voilà, en gros, dans l'idée. Et ma deuxième séance, je vais essayer de retrouver un rappel du haut du corps qui a été fait, mais plutôt du coup après le principal, enfin, le travail principal de ma séance, ça va être plus de la chaîne post, et du coup essayer de rebosser quand même un peu le bas du corps, mais du coup à un volume et une intensité souvent qui sont différentes, ou en tout cas beaucoup moins fatigantes. Et le haut du corps, lui, le haut du corps, la chaîne post, du coup, comme on est à 2-3 jours du match aussi, bah, je me permets de quand même bosser sur le même genre de méthode que ce que j'ai fait en début de semaine. Voilà en gros ce que j'essaie de faire. Ok, intéressant, intéressant. On pourra en reparler plus tard sur de la programmation, Ouais. mais ouais, c'est intéressant. C'est parce que toi, tu as les joueuses qui sont le plus à même de. Enfin, tu as le meilleur contexte, je pense, pour faire ce genre de truc-là. Proust aussi, mais Mm. tout dépend du nombre de muscu que vous avez. Donc, et surtout du niveau et du niveau des joueurs que vous avez. Parce que bah, déjà, si tu sais pas faire un squat, va travailler de la Oui, force max et dire, allez, on fait 2 séries en cluster, 2 fois 1 + 1 à 85 ou 90%. Bon, bah, le mec, s'il peut pas faire oui, 90% parce qu'il a pas de technique, déjà, c'est compliqué. ouais. Donc, faut pouvoir le faire. Donc, je pense que tu étais le plus à même. Donc, c'est intéressant. Ouais, voilà. Ah, c'est bien. Merde, vous m'entendez ou pas? J'ai Oui, oui, cliqué sur Ouais, un Ouais, ouais. ouais. truc. Non, c'est oui, bon. oui. Ouais, en gros, c'est comme ça que j'essaye de réfléchir. Et après, ma réflexion peut être dépendante aussi en fonction de mon objectif, du moment, du bloc dans lequel je suis, de l'organisation des semaines. Parce que les semaines, c'est la problématique qu'on a aussi, c'est qu'on a des semaines qui sont hyper variables, où tu vas avoir des semaines où tu auras un match samedi au samedi, ou la semaine d'après du samedi au mercredi. Et du coup, là, forcément, bah, des fois, tu as une muscu, des fois, tu en as deux, des fois, tu as une muscu qui va être à J+2, l'autre à J+3. Donc, ça peut changer, en fait. Des fois, c'est ce qui est inconfortable dans la planification, c'est que euh, des fois, ton cycle, c'est difficile d'être hyper constant parce que tu es obligé de t'adapter, quoi, dans les contenus. Mm. Mais en tout cas, j'essaye d'avoir des blocs de travail comme ça. Et quand j'essaye de faire en sorte que mes débuts de bloc, ils soient peut-être tu vois, là, sur un cycle de puissance, je vais faire en sorte que ma première semaine elle soit à un volume bas. Comme ça, même si le contenu est, comment dire, nouveau, et que je sais que je vais avoir des adaptations, et en tout cas beaucoup de courbatures forcément, enfin peut-être des courbatures, des choses comme ça, bah, je fais en sorte justement d'amoindrir, de diminuer le volume, diminuer un peu la contrainte sur les premières semaines, et au fur et à mesure d'augmenter la contrainte. Mais comme c'est les mêmes patterns et les mêmes exercices et les mêmes méthodes sur un bloc, et ben elle s'habitue de plus en plus, donc je peux me permettre d'augmenter ce volume-là au fur et à mesure. Mm. Voilà, Intéressant. Ok. voilà, Ok, voilà. le B. Merci. Merci Bon, je vous beaucoup. laisse les gars. Désolé, Vira, merci, Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Attends, j'ai coupé mon micro. Il n'y a pas à la de, prochaine. il y a pas de problème dans tous les cas, comme je vous ai dit. Là, après, derrière, je referai vraiment un document bien qui puisse vraiment nous donner vraiment des bonnes clés pour pouvoir appréhender le mieux possible le phénomène c'est pas un phénomène, mais en tout cas le microdosing pour qu'ensuite on puisse vraiment bosser dessus et qu'on puisse en tirer les meilleures conclusions. Donc, pas de souci, mec, pas de problème. Ok, Merci déjà ça pour ton temps. marche. Ok, ok. Ciao les gars. Vas-y, bisous. Vas-y. Hop. Ok. Bon, du coup, nous, on va continuer. En vrai, si vous avez d'autres questions là, là, tu fais bien closser hein, de couper comme ça. Ensuite, Non, ça bah après, permet il y de. aura des partages, je pense, de chacun, Mais bien sûr, mais vas-y, enchaîne, enchaîne. ce que je trouve bien, c'est ça. C'est on puisse quand même continuer à enrichir le truc. Bah, de toute façon, c'est un peu dans la veine de ce qu'on avait dit l'autre jour, on n'est pas là pour faire une présentation notée. À Oui, la c'est fin, on va ça. pas dire, C'est ça. Vira, c'est 8 sur Et 20 à ton UE pour la partie orale. J'espère que tu vas te retrouver rattrapé sur le partiel écrit parce que là, ça va pas du tout. Juste, tu vois, j'essaie de bien faire attention à ce que je dis parce que j'ai pas non plus envie de dire des bêtises ou dire d'une autre manière que j'aurais pu le comprendre parce que
C'est compliqué comme c'est simple en fait. Il y a tellement d'informations, mais en même temps, ils ne donnent pas d'informations très très précises par rapport à la chose. Du coup, j'ai pas non plus envie, bah, par exemple, de vous induire en erreur ou même de dire des choses qui soient erronées. Peut-être que moi aussi j'ai mal compris et donc en soi, je vous dis déjà des choses erronées depuis le début, mais j'espère pas. Bon, en tout cas, on va partir du principe que tout est bien compris et tout est bien. Du coup, voilà. Bref, pour reprendre, pour reprendre, on s'est donc laissé sur le resistance priming, donc en fait ce phénomène donc de prime sur d'un entraînement en conditioning ou en fait d'un entraînement précédent et donc d'avoir un effet sur une activité ultérieure. Et bah cette fois-ci on va aborder le fait en tout cas de ce qu'ils ont dit, les repeated bout effect, RBE, donc maintenant on va appeler ça RBE, où le but c'est de faire plein 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 de petits exercices. En tout cas, comme il dit, microdosing could be used to introduce a new or novel stimulus while providing minimal disruption to other aspects of training and athlete readiness. Où en fait, le truc, c'est de se dire, on sait que faire des nouveaux exercices, c'est aussi traumatisant d'une certaine manière. C'est difficile et c'est en soi une, une chose que le corps va devoir s'adapter à. D'accord? Ou par exemple, on va se dire, moi je veux augmenter ma charge d'entraînement, et ben en fait ma charge d'entraînement, elle va être tout simplement déjà augmentée par le fait d'avoir des nouveaux exercices où le corps il va devoir s'habituer. Et bah ce repeated bout effect, et ben en fait c'est le fait de se dire de je vais inclure petit à petit par des toutes petites doses des nouveaux exercices par exemple. Pour au fur et à mesure où on va vouloir le travailler réellement, où on va vouloir mettre plus de focus sur cet exercice-là parce qu'il sert en fait notre objectif final. Et bah comme on l'a fait plein de petites fois, donc par exemple, je sais pas, une série de 5 répétitions depuis, je sais pas moi, depuis 3 semaines par exemple, et alors qu'il connaissait pas l'exercice, et bah à la fin, je vais pouvoir l'utiliser sur un plus gros volume parce qu'en fait, il l'a maîtrisé au fur et à mesure de ce temps. Donc en fait, le Ah, RBE, c'est c'est vrai. ça. Pardon? Pardon, moi je pensais que tu avais fini ta phrase. Ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et ça m'a fait penser tout de suite à un truc. Là, tu vois, moi, avec le squat au beurre, j'ai squatté tous les jours. J'avais pas de courbature. Je faisais du squat 5 fois par semaine. J'avais pas de courbature. Et je continue à squatter 2 à 3 fois par semaine minimum. Pas de courbature. Et l'autre jour, je me dis, vas-y, je varie un peu, je fais du split squat. Et je fais 3 ou 4 fois 5 par côté. Je crois que j'ai fait quand même 4 fois 5 par côté. RPE un bon 8 je pense. Et je me suis retrouvé avec 3 jours de courbature aux fesses, mon gars. Et en fait, là, je me dis, mais je suis un peu bête. Alors après, ça a pas trop impacté mes séances après. Mais tu me fais penser à ça. La méthode, en fait, c'est vrai qu'elle est top. Au lieu de... Je suis habitué à un pattern de squat parce que ça fait un mois et demi que j'en fais toutes les semaines, 3 à 5 fois par semaine. Donc ça, c'est bon, c'est acquis. Mais plutôt que de faire un nouvel exercice, effectivement, t'es pas dans le même plan, tu mets pas les mêmes contraintes, tu recrutes pas le muscle de la même manière, et bah au lieu de me faire un 4x5 d'un coup, bah non, refais encore un front squat ou un back squat sur lequel t'es habitué, et que une série ou deux max sur ça, même si c'est pas un RPE de ouf, tu fais un RPE 6, 6,5, mais juste histoire d'habituer un petit peu, et ça évite qu'après, pendant 3 jours, tu dises, ah putain, sur mes changements de direction, sur mes freinages, sur mes autres squats ou quoi, j'ai des fesses qui sont complètement courbaturées, et du coup, c'est vrai que j'avais jamais pensé à cette méthode pour introduire un exercice et introduire un stimulus, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, hyper pertinent, quoi. Ben, Mais est-ce que c'est juste pour débloquer un mouvement ou est-ce que ça a vraiment un impact nerveux et musculaire? Là, dans le cas où c'est présenté ici, ils nous le disent, c'est pour introduire, mais aussi en prévention. En gros, j'allais y venir juste après, et où en fait, ça peut peut-être répondre à ta question, où Nosaka et collaborateurs en 2001, ils ont comparé dans la semaine
faire 24 répétitions en excentrique, donc par exemple sur des Nordic hamstring, ils ont comparé par rapport à 6 répétitions. Et ben ils ont vu qu'il n'y a eu pas de diff au niveau de ce qu'ils disent dans l'étude, l'effet protecteur, en gros l'effet de prévention sur le groupe musculaire, et ben entre 24 et 6, et ben on n'a pas de différence. Donc, donc en soi, d'une certaine manière, ça nous fait penser, et ben j'ai pas besoin, mon volume, il n'a pas besoin d'être aussi conséquent. Donc en fait, mon RBE, c'est aussi ça, dans la recommandation, c'est au lieu de faire 15 répétitions d'un coup, et ben on va faire 5 répétitions 3 fois par semaine. Sachant que 6 répétitions excentriques, et ben en fait, c'est pareil que d'en faire 24 sur ma semaine, et ben je vais faire pour avoir moins de fatigue, en fait, moins de DOMS, moins de courbatures. En gros, c'est tout l'aspect de fatigue pour pouvoir le baisser au maximum. Et ben je vais répartir mon volume total que je veux dans la semaine, et ben en plein de petits bouts. Donc en RBE, donc au lieu de faire 15 répétitions d'un coup, 5 fois 3 par exemple. Et du coup, je sais pas si ça répond à ta question, Mathieu. Où on n'est pas Un que, peu, ouais. ouais, où en gros on n'est pas que dans l'introduction. Ça veut dire, en fait, c'est juste cette méthode-là, tu peux le jongler de plein de manières différentes. En fait, tu peux le jongler pour introduire des choses, comme tu peux le faire en fait de manière générale sur le microdosage, où en fait le concept de microdosage, et ben, c'est exactement ça, c'est repeated bout effect. En gros, je tronque mon entraînement ou, par exemple, parce que tout à l'heure, Closet, tu disais, soit tu fais un haut ou un bas, un upper ou un lower, et bah là, tu vas te dire, je vais faire que des full body, sauf que je vais faire ma séance globale de full body, tu sais, ma grosse séance de full body, et bah je vais la tronquer en plein de manières, et je vais en mettre au lieu de que mon entraînement, par exemple, il va durer 1 heure, bah tu sais, mon entraînement full body, il va durer 1 heure, et bah je peux, soit dans la journée, pour faire écho à ça, à ça, soit dans ma semaine, et bah je vais faire 3 fois 10 minutes, 3 fois 15 minutes, ou peut-être dans ma journée, 2 fois 10 minutes. Ça peut être, après aussi, bon, il faut prendre en compte tous les effets liés, bah, il faut y réchauffer, etc., toutes les contraintes que ça peut donner. Mais en tout cas, c'est une gymnastique mentale qu'on peut avoir et de se dire, et bah, d'une certaine manière, on se rend compte que et bah, les choses qu'on on pense que peut-être que ça n'aura pas d'effet de développement derrière, et bah, ça aura un effet in fine, s'il est répété plein de fois. Ouais. Et pour répondre à ta question, Bruce, oui, tu vas avoir un effet. Déjà, tu peux combiner, tu peux dire, là, parce que dans l'idée de repeated bout effect et d'introduire quelque chose, ou alors de mettre juste une dose vraiment minimale pour protéger, ton muscle et ton système nerveux qui est lié à ce pattern de mouvement va pas être uniquement sur cet exercice. Si je reprends l'exemple de ce que je disais tout à l'heure, bah, j'aurais pu faire mon back squat et le pair avec un split squat, tu vois. Et du coup, ça va re-être un pattern de flexion, ça va re-être un squat, juste légèrement différent, mais du coup, quelque part, les muscles, même s'ils sont pas recrutés exactement de la même manière, le petit recrutement que j'aurais similaire, il va s'ajouter au reste du squat que j'ai fait. Et globalement, de toute façon, ça dépend, selon moi, je pense beaucoup de l'intensité à laquelle tu travailles, parce que du coup, Vieira, tout à l'heure, il parlait de diviser en 2 3 4 entraînements. Si tu fais, en fait, ce qui va dépendre, c'est l'intensité. Si tu fais tes 4 entraînements RPE 3 alors que tu veux travailler de la force max, si tu fais du 3x3 mais RPE 3-4, en fait là non, tu vas pas créer. Là, ça va être intéressant de travailler à des RPE assez bas pour juste introduire ton pattern, introduire ton nouveau mouvement et éviter de créer trop de courbatures. Et c'est là tu vas avoir des mini adaptations qui vont surtout, ouais, ça va être des adaptations mais plutôt nerveuses, où on va dire que tu vas habituer ton corps sans vouloir mettre de courbatures. Mais par contre, si tu fais la même chose, peut-être que si tu fais un fois deux fois 3 à 89%, bah c'est sûr que ça va te faire c'est que 2 fois 3, c'est que 6 répétitions, mais tu vas avoir des effets. Par contre, peut-être que c'est 2 fois 3 sur un exercice que tu as jamais fait, et bah en fait, ça va quand même te créer un peu de courbature. Donc oui, tu vas avoir des effets, tout dépend de l'intensité à laquelle tu travailles, quoi. Non, c'est sûr. C'est clair, c'est clair.
Mais c'est que c'est archi intéressant, en tout cas, comme méthode. Voilà, voilà. Du Puis ça peut coup, te permettre de rajouter du volume, tu vois. Tu veux travailler sur ton squat, tu rajoutes du volume dans ta semaine. Et, ouais, mais par exemple, et comme on sait que. ça peut aussi Ah, vas-y, vas-y. te faire penser que sur ta séance d'une heure, par exemple, au lieu de faire un focus selon ta qualité, tu sais, tes qualités Hum, physiques, ou en te disant, ok, aujourd'hui, je vais faire un focus sur euh, de l'accélération, mais de l'accélération membre. Et ben, tu peux peut-être te dire, si tu repars, attends, il est où? Le Ici, il est là. Et ben, dans ma journée, je peux peut-être faire comme ici. Je vais avoir mon focus de force et ensuite faire mon focus de puissance, ou ici un petit bloc de focus de puissance, des petits blocs de focus de force, avec ici d'autres focus. Et par exemple, sur ma séance d'une heure, et ben, je vais balayer plein de groupements musculaires, par exemple. hum, Et par exemple, je vais juste mettre par exemple des petites doses. Des petites doses, donc des deux séries de ça, des deux séries de ça, des deux séries de ça, des deux hum, séries de ça. Sauf que par exemple, bah ici, tu vois, on a quatre entraînements dans ma semaine. Et bah peut-être que et du coup, là, on va revenir, on va travailler trois fois donc sur mon entraînement ici, plutôt axé sur mon cycle plutôt axé en force. Et ben on va le mettre plutôt on va travailler trois fois dans la semaine. Ici, on va le travailler quatre fois la puissance dans la semaine sur mon cycle de puissance. Mais en gros, on va le doser de manière à faire plein d'exercices qui derrière vont induire peu de fatigue, mais par contre, comme je vais le multiplier dans ma semaine, et ben ça peut être plus facile à même dans ma programmation, même dans mon entraînement, bah, je vais pouvoir mettre plus de choses au lieu de faire par exemple, je sais pas moi, que trois blocs d'exercice, un bloc A, un bloc B, un bloc C, ou au lieu d'en faire qu'un seul, et pas peut-être que je vais faire 8 blocs, je dis des bêtises, hein, mais peut-être que je vais faire 8 blocs parce qu'en fait je vais mettre tellement de petites séries de partout, bah, je vais pouvoir faire plein de choses. hum. Euh, du coup, voilà. On continue. Training sequencing. Donc là, comment on séquence nos entraînements. Les séquences, ce qu'ils nous disent, c'est que les séquences, ils vont avoir à peu près ils vont avoir à peu près les mêmes manières d'être, d'accord? La même approche, que ce soit aiguë ou que ce soit pour pouvoir induire des choses de manière chronique, pour pouvoir induire des adaptations chroniques. Mais ce qui dit, c'est que pour pouvoir induire des effets aigus, eh ben, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, mais à l'entraînement en cluster, pour toujours moins de fatigue. Mettre de la récupération, que ce soit entre mes exercices, que ce soit entre mes répétitions, pour toujours moins de fatigue. Pour, en gros, séquencer les choses pour moins de fatigue. The sequencing of microdosed resistance training will allow practitioners to best use concepts previously discussed, such as PAP, resistance priming, and RBE. Ou en gros, toutes ces choses-là, on les exclut, on en parle spécifiquement de l'un, spécifiquement de l'autre, etc. Mais ensuite, derrière, ça nous permet de voir le tout ensemble, ou se dire, eh ben, en gros, comment est-ce que je peux jongler entre tous ces facteurs-là, entre tous ces concepts-là, entre guillemets, pour en fait avoir un entraînement qui soit le mieux fait possible, qui soit le plus adapté, et que je puisse avoir des adaptations dans le temps, en gagnant du temps, en ayant des gens qui soient plus frais, et d'une certaine manière en faisant baisser le risque de blessure. Le... Moi, je me posais la question, par exemple ici, je me disais, mais en fait, dans ma journée, vous vous souvenez quand j'avais fait le séminaire sur l'entraînement concurrent? Donc, je me posais la Hum. question, enfin, ce que c'était dit, c'était, selon ce qu'on mettait dans la journée, il va y avoir des, euh, pas des hormones, mais il y avait eu c'était la MPK, si je me souviens bien,
et mTOR qui mTOR. avait des effets dans le temps qui faisaient que les voies physiologiques pouvaient rentrer en concurrence les unes avec les autres. Et donc, c'était plus intéressant de mettre un entraînement aérobie le matin parce que la MPK avait moins d'effet dans le temps que un entraînement en muscu mTOR. avec mTOR. Et bah, d'une certaine manière, ils reviennent dessus en se disant parce que avec la flexibilité du microdosage, l'approche peut être intéressante pour faire baisser l'interférence, pour faire baisser cet effet d'interférence qui est associé avec donc ces deux types d'entraînement, où en fait on se dit, au lieu de faire mes entraînements aussi conséquents, donc faire mes gros blocs d'entraînement, je fais moins, je dose moins, et donc derrière, que ce soit l'expression de mTOR ou l'expression de la MPK, et ben en fait, ça sera diminué, et donc ça aura moins d'influence. Après, pareil, on n'est que dans de la théorie. Ici, on n'a pas de choses très concrètes avec réellement des timings ou en tout cas des, mi- des millimoles par rapport à MPK ou quoi que ce soit, etc. Mais c'est pareil, c'est intéressant de réfléchir et c'est une bonne gymnastique, ou en tout cas, dans nos entraînements, pareil, on peut se dire, et bah, pareil, au lieu de faire 1 heure, ou en tout cas, euh, au lieu de faire mon hit de la manière qu'on a pu apprendre, et bah, je vais faire que une série, et après peut-être que je vais le refaire soit dans ma semaine, ou je vais le refaire dans la même journée pour pouvoir avoir moins de fatigue. Et pareil, avoir donc dans cet entraînement en concurrent, avoir moins d'interférences entre les deux types d'entraînement. Voilà. Et puis voilà, pour l'instant, je me suis arrêté à là dans le, dans l'étude. Et puis c'est tout. Là, ensuite, la prochaine fois, ce qui me manquera à lire, ce sera tout ce qui est l'apprentissage moteur et comprendre ce qu'il voulait vraiment en parler à partir de là. Mais jusqu'à maintenant, c'est jusqu'à là que je m'en suis rendu. Et je ne peux vous présenter que Ça, ça c'est intéressant. aujourd'hui. Voilà. C'est intéressant, hein, une revue de littérature là-dessus, quand même. Bah, c'est comment dire? Il y a de plus en plus de littérature qui est sur le microdosage et je pense que c'est une mode enfin, j'ai dit une mode, mais c'est pas vraiment une mode, mais ça va être de plus en plus, sachant que le gros problème, c'est quand on arrive pendant la saison, où en gros, ce qu'on veut, c'est avoir le moins d'influence possible euh, au niveau de la fatigue pour avoir euh, le moins d'effet possible pour augmenter, pour faire baisser au maximum le pourcentage de blessures. Euh, je me souviens que il y avait, quand j'étais à Paris avec Arnaud Vidalère, l'entraîneur et préparateur physique donc, des Mousquetaires de Paris et des Iron Mask de Cannes. En gros, il m'avait dit, et c'était très intéressant, c'est les blessures, au niveau des blessures, même si, même si c'est pas toi qui es directement impliqué sur la blessure, donc en fait, si réellement le gars il s'est pas blessé avec toi, ou en tout cas réellement par rapport à trop de charge de travail, etc., etc., si c'est pas vraiment avec toi qui s'est blessé, est-ce que réellement ça te met en dehors de la chose? Est-ce que vraiment tu vas pas te poser des questions en te disant, eh ben, in fine, j'en suis pas un peu coupable, mais il l'avait pas dit de cette manière-là, mais en tout cas, la manière de le comprendre, c'était un peu ça. C'était, est-ce que vraiment tu t'en dédouanes? Parce que, in fine, Hmm. c'est toi le préparateur physique et c'est à toi de faire de manière à ce qu'il se blesse moins, à ce que le pourcentage soit le plus bas possible. Du coup, ça rentre dans toutes les stratégies de travail que tu vas mettre autour. Et donc, ce truc de Ah, d'accord. microdosage, ça peut être, c'est une manière d'aborder le sujet, d'aborder
tous ces trucs, tous ces travails d'amélioration de la force, euh, pour ensuite faire baisser le pourcentage de blessures, et donc réellement servir à ta structure ou même servir à ton athlète pour qu'il puisse performer tout au long de l'année. Et je pense que là où moi j'ai du mal à me retrouver, c'est que, je peux pas j'ai des joueurs que je vais avoir qu'une saison et je peux pas me permettre en une saison de faire du microdosage parce que on a cette exigence de, performer maintenant. Alors que quand tu pars dans un développement long terme, pas forcément long terme en partant de jeune jusqu'à fin de carrière, mais au moins d'un développement long terme, tu sais que tu vas avoir le joueur 3 4 ans, bah, je pense que là, c'est encore plus pertinent de pouvoir utiliser le microdosing quand, on en a besoin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir balayer beaucoup plus large, on va pouvoir mettre beaucoup plus de choses en place que si, en fait, on a un athlète où il doit performer tout de suite, qu'on sait ce qui marche tout de suite, rapidement, mais quel impact ça va avoir sur le long terme, que ce soit physiquement ou même psychologiquement. Honnêtement, quand tu charges des mecs et qui se retrouvent à être irrités, à être, vraiment dans le dur, mentalement, que ce soit par le biais de la prépa physique ou par le biais de l'entraînement, bah, on peut se poser des questions sur le travail et sur l'impact qu'on a, en fait. Mais par contre, enfin, je suis d'accord et en même temps pas d'accord avec toi parce que quand tu vas mettre en place un cycle d'entraînement, les résultats de ton cycle d'entraînement, ils n'arrivent pas tout de suite. Ils arrivent au Oui, bout oui. de X semaines. Mais le plus important, c'est que tu veux des résultats tout de suite. Mais la plupart du temps, c'est pas parce qu'il y a du travail en salle de zinzin que tu vas avoir des résultats tout de suite. Et donc en C'est soi, l'inverse, hein. et c'est plutôt l'inverse, c'est le travail sur le terrain la première chose qui va te faire gagner sur le terrain, bah, c'est ton travail sur le terrain. Le plus Mmh. important, c'est ton technico-tactique. Donc, nous, notre taf, c'est euh, d'induire des effets pour que, oui, il y a des améliorations de force, pour qu'ils se sentent mieux sur le terrain, pour qu'ils puissent aller plus vite, pour qu'ils puissent sauter mieux. Enfin, en gros, améliorer sa condition sur le terrain, mais aussi faire baisser au maximum les risques de blessure. Donc, pour moi, au contraire, je trouve que le microdosage, Je pense que c'est l'inverse, hein. voilà, c'est la meilleure chose pour pouvoir, au contraire, garder ton gars au maximum de temps et pas forcément, oui, ok, c'est intéressant sur le très long terme pour pouvoir travailler sur des gens, mais c'est aussi super intéressant sur le court terme. Mmh. Bah, pour performer dans une saison où tu t'entraînes, où tu as tes matchs et cetera et où justement, si tu veux que le mec soit performant, tu peux pas mettre une grosse, charge d'entraînement parce que sinon il va être fatigué, il Mmh. va avoir des courbatures et cetera. En fait, c'est pas en appliquant cette méthode-là que tu vas vraiment, lui permettre de performer maintenant. Si tu veux que le mec il soit le plus frais possible et bah, effectivement, mets des petites doses, entraîne-le, à petite dose et tu auras peut-être des effets un peu moindres, et encore, c'est même pas sûr. Franchement, j'ai l'impression que plus tu fais dans le détail et dans le fractionnement, mais toujours avec de l'intensité, mais plus tu fais dans le fractionnement, en fait, mieux ça fonctionne. Donc, moi, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que c'est un peu l'inverse parce que tu vas vraiment bénéficier de l'entraînement classique avec des hautes charges et volume que si la Mmh. personne elle a le temps de récupérer en fait. Donc tout dépend de ton contexte, mais ouais, le vouloir performer maintenant, et comme Virail disait, tu veux performer maintenant, mais c'est pas parce que tu fais une semaine et tu te détruis la gueule sur 5 entraînements full body, full intensité pendant 2 heures que Ah oui, tu vas mieux performer. Au contraire, hein, ouais, je suis tu vas être d'accord. cramé, et même si derrière tu laisses une semaine de repos, Ouais, capoute, hein. yeah. Non, je suis d'accord avec ça. Mais je pense que dans nos métiers, il y en a qui sont encore sur ce genre d'entraînement et surtout dans les sports, de combat. Genre, j'ai l'impression, bon, même si ça s'améliore un peu de plus en plus parce que c'est de plus en plus professionnel, j'ai l'impression que quand même dans certains trucs, c'est ouais, on se massacre la gueule et on récupère les pots cassés à la fin de la semaine, quoi. Et tu dis: «Oui, bah, vous avez votre dimanche pour récupérer, c'est bon, on repart». Mais non. Ouais, Compliqué. Ouais, ça ouais, c'est mais tu vois, culturel quoi, c'est ouais, mais culturel. tu vois, mais là, du coup, c'est ta plus-value de ramener cette manière de travailler en te disant, eh ben moi, euh,
j'ai une manière de faire que les gars, j'arrive à les garder plus longtemps et qu'ils soient pas aussi cramés. Et du coup, ils sont meilleurs. Ah, mais c'est clair. Et Mm. pareil, derrière, bah, Honnêtement, il bossait comme euh, ça. Le mec de Lyon, il non bossait mais, comme ça. Genre, il nous mettait des micro-dosings à la fin de nos séances de force sur du conditionnement, du cardio, euh, où on était sur du hit haute intensité, mais une série. Une série de 5 séquences, secondes d'effort, 30 secondes de récup, c'est tout. Et on avait un rappel le mercredi. Et en fin de semaine, à la limite, si on était en état de forme, bah, on mettait notre cardio un peu plus long. Mais sinon, notre conditionnement, il se faisait via des micro-dosings de HIIT. Ouais, c'est ce que je fais avec mon gars actuellement là. Bah après c'est différent, il est dans objectif de perte de poids, tu vois, mais comme je veux vraiment mixer Tu vois, muscu et cardio sur les 4 séances qu'il a, il a 2 séances où il fait du long, tu vois, où il a au total 40 minutes de long, tu vois, il fait genre, avec son tendon d'Achille, tu vois, il fait 10-15 minutes de tapis incliné, tu vois, et derrière, il complète avec du vélo pendant 20, 25, 30 minutes. Par contre, quand il est avec moi et qu'on fait les séances de muscu complètes, à la fin, il a 10 minutes sur l'assaut bike, tu vois. Alors 10 minutes, ça fait quand même, bah, ça te fait une bonne, ça peut te faire une bonne séance de hit. Il a 5 fois 2 minutes, donc ce qui est quand même pas mal, mais au final, tu y passes pas une demi-heure à ta séance cardio ou 45 minutes. Non, tu y passes 15 minutes avec la récup, il est déjà échauffé, donc même pas 14 minutes, tu vois, pam, et ça fait une sorte de microdose. Par contre, il fait ça 2 fois dans la semaine, il s'arrache la tronche pendant 10 minutes, pa, 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 et hop, on met une pièce dans la machine, et hop, ça repart, et comme ça, son système, il est activé tout le temps, en fait. C'est ça qui est intéressant. sur, Non, sur, c'est clair, c'est intéressant. sur la perte de poids, c'est ça le plus intéressant, hein, que, t'aies toujours que ton métabolisme il brûle les graisses. Donc, En fait, le mec, il est tout le temps, comme ça, il est tout le temps activé avec les hits ou avec le cardio. Plus là, il a gagné pas mal, il a commencé à prendre un peu de masse musculaire, donc bah, cette masse musculaire, c'est un calorie burner constant. Et, euh, et voilà, on y va petit à petit, mais on y va bien, quoi.